de ces éléments qui viennent de la société. Si ça va mal, il n'y a pas de paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de prospérité. Et lors de certaines réunions préparatoires, on était surpris d'entendre dire que lorsque les Camerounais se plaignent, par exemple, de l'insalubrité, lorsque les Camerounais se plaignent des problèmes liés à l'accès aux services sociaux de base, l'armée est à l'écoute. Oui, effectivement, l'armée est suffisamment outillée pour remplir non seulement des missions de défense, mais également des missions dans le sens des actions civilo-militaires. Absolument. Et dans ce cadre, je voudrais peut-être ouvrir une brèche par rapport à la composition de certaines de nos forces. Notre armée, s'il faut prendre le cas de l'armée de terre, elle est organisée autour de 6 armes et de 6 services. Et l'une des armes de choc de notre armée, c'est le génie militaire, qui déjà a la particularité d'être en même temps une arme et un service. Et dans ces actions civilo-militaires, je crois que la plupart de nos téléspectateurs ont été témoins de la projection du génie militaire sur les théâtres d'opération, du développement infrastructurel, de la construction des bâtiments, des infrastructures et ouvrages d'art à travers le territoire national. Cela est valable pour le génie militaire en tant que service, également valable pour le service de santé des armées, où nous avons des hôpitaux militaires de région qui sont plus ou moins dans le même niveau de performance que nos hôpitaux de référence en matière de santé publique. Et c'est des formations sanitaires ouvertes aussi bien au personnel de nos forces de défense et de sécurité qu'aux populations civiles qui, elles, trouvent grande satisfaction au regard de la qualité des soins qui leur sont administrés. C'est donc une armée au service de la nation, mais également une nation au service de l'armée. Donc c'est à chaque élément de jouer sa partition. Effectivement, c'est cet idéal-là qui est voulu par l'armée sous la très haute impulsion de son chef constitutionnel. Et visiblement, nous avons des indicateurs objectivement vérifiables de ce que l'armée fait réellement corps avec la nation. Having covered the Boko Haram crisis and monitoring keenly what is happening in the northwest and southwest regions, it is clear that without a certain level of intelligence, what the French call renseignement, and even the contribution of local communities, it is difficult for the army to just, walk into an area and carry out operations successfully. So to a large extent, even the military in its operational status needs the help of the local population. Effectivement, c'est un aspect très important que vous venez d'évoquer, à savoir la collaboration que les populations civiles sont censées apporter à nos forces de défense dans le cadre de la collecte des informations utiles qui peuvent être traduites en renseignements opérationnels ou renseignements de manœuvre pour permettre aux forces d'être plus efficaces. Et pour le cas du front de l'extrême nord contre la menace Boko Haram, nous avons tous été témoins du rôle suffisamment important que les comités de vigilance constitués des populations civiles locales ont joué aux côtés de nos forces de défense. Et cette synergie a été suffisamment efficace au point où, rendu à la date d'aujourd'hui, la menace Boko Haram, bien qu'existante, mais elle est suffisamment contenue. Et l'objectif essentiel, à savoir ne céder aucun centimètre carré de notre territoire national, a été atteint sur ce front extrême nord. C'est valable dans la lutte contre Boko Haram, c'est valable pour la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où les populations doivent se sentir concernées. Cela ne veut pas dire que les populations civiles devraient monter sur les premières lignes de front, non, mais elles devraient se rendre disponibles en tant que de besoin d'apporter cette collaboration en termes de production d'informations utiles pour pouvoir les traduire en renseignements opérationnels capables d'accroître l'efficacité de nos forces. Au Bernard, vous parlez de la victoire du Cameroun sur la secte Boko Haram et
on va faire un tour peut-être du côté de l'extrême nord pour voir également comment le défilé se prépare là-bas dans ce reportage qui nous vient donc de CRTV, extrême nord. L'extrême nord, le sud-ouest, le nord-ouest, et à une certaine mesure l'est, qui forment toujours des régions sensibles, d'intérêt particulier pour nous pendant des cérémonies comme ça. Évidemment, j'imagine que pour les autorités là-bas, les mesures sécuritaires autour du défilé, oui, sont extrêmement importantes, au-delà de la parade et de la célébration. Et il faut s'assurer que tout se passe sans risque ou sans danger. Alors, Beau Bernard, Monsieur Jean-Pascal Mendam, on a parlé des forces de défense et de sécurité. Mais à côté, il y a ce que vous appelez les forces supplétives. C'est dans le cadre de notre pays, c'est par exemple la douane, c'est par exemple l'administration pénitentiaire, vous allez me le dire, mais c'est également peut-être aussi les produits de l'ENAM qui subissent également, qui passent par la case formation militaire. À quoi servent les forces supplétives? Oui, c'est un statut qui est encadré par la loi fédérale du 12 juin 1967 portant Organisation générale de la défense au Cameroun et qui consacre un statut de certains personnels qui ont normalement suivi une préparation militaire supérieure et qui, en cas de nécessité, peuvent être mis à la disposition du chef des armées dans le cadre d'une mission spécifique qui leur est confiée. Et généralement, ce sont des officiers de réserve pour le cadre des élèves de l'ENAM qui font la préparation militaire supérieure. C'est le cas actuellement, nous avons des cadres du ministère de la Jeunesse qui sont en préparation militaire supérieure au bataillon des troupes aéroportées à Koutaba. Et à côté, nous avons également ces corps qui sont généralement appelés paramilitaires, c'est-à-dire la douane. Nous avons également l'administration des forêts et de la faune qui a des missions de lutte contre le braconnage dans nos aires protégées. Et elle le fait généralement en synergie avec les forces de défense. C'est pareil pour la douane dans les missions de lutte contre les activités de contrebande sur nos pans d'eau. Il y a une synergie assez forte dans ce que nous appelons action de l'État en mer, où un certain nombre d'administrations sont en synergie avec la Marine nationale pour justement contrecarrer toutes les menaces à la vie de la nation qui pourraient surgir à partir de nos pans